Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, en fait, je suis très contente d'être avec vous. Je le dis vraiment très heureuse de découvrir en fait tout ce que vous faites dans votre association, parce que j'ai honte de le dire, mais j'étais passée en partie à côté. Donc je suis très contente et très reconnaissante à Pascal Poirot d'avoir effectivement fait le lien, notamment entre nos deux associations d'utilité publique, parce que je pense qu'elles ont beaucoup de synergies à construire et à déployer. Je suis aussi, du coup, très honorée d'introduire cette journée de travail, d'autant que moi, on peut dire que je suis une bleue dans ces sujets. Ça fait seulement 5 ans, finalement, tandis que vous, ça fait des années et des années que vous travaillez à ces sujets. Donc, c'est avec humilité que je vais prendre la parole, mais en reconnaissant tout le travail qui a été fait par les uns et par les autres pendant des années et des années. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'on réinvente l'eau tiède, et pour d'autres qui sont là pour encore une fois, engagés sur ces sujets avec passion depuis des décennies pour certains, eh bien, il peut y avoir parfois une frustration à entendre une petite jeune qui arrive et qui dit voilà les sujets du moment. Je crois qu'il faut le dire et le rappeler. Donc là, vous avez choisi de partager les bonnes pratiques autour de l'amélioration du cadre de vie des villes, des bourgs et des villages. Et je trouve que le sujet est vraiment bien posé, je ne le dis pas pour vous flatter, mais parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de faire ces synergies entre la transition environnementale et l'amélioration du cadre de vie. Parce que la transition écologique dans son ensemble, on l'a fait pour les gens. Il faut le redire, il faut le dire, c'est fait pour les gens à la fin des fins. Donc l'écologie punitive, finalement, c'est un oxymore, ça ne peut pas exister. On ne peut pas avoir une écologie qui punit les gens si derrière l'écologie, elle est faite pour les gens. Et ça, il faut qu'on arrive à retrouver ce ressenti d'alliance, en fait, entre les populations et la transition environnementale dans son ensemble, parce que parfois, ici ou là, on a le sentiment qu'il y aurait une sorte de décrochage et que cette volonté de transformation, elle se ferait à l'encontre des gens. Et je crois qu'il faut vraiment dire et répéter que grâce à ces transitions environnementales, on vit mieux après qu'avant. Et ce n'est pas l'inverse. Deuxième raison pour laquelle je trouve que votre sujet est extrêmement bien posé, c'est que vous avez inclus les villes, les bourgs et les villages. Et moi, je suis une habitante d'un village à la racine. Moi, je viens de Montagneux, dans le Nord-Isère. On est pris en sandwich entre Lyon, Grenoble et Chambéry. Et dans ce territoire interstice, un village où effectivement, vous voyez, vous déployez, vous parlez des mobilités sur lesquelles vous aviez travaillé, eh bien, en Nord-Isère, et dans mon village en particulier, quand on a fait les plans vélo au niveau national, moi j'ai dit au niveau national, ben, moi j'en ferai pas la promotion dans mon village. Ils m'ont dit pourquoi donc? Je dis parce que du côté de Lyon, vous allez avoir la multiplication des solutions de mobilité. Alors on en est le vélo, maintenant c'est la trottinette, après la trottinette ce sera le skateboard, je sais pas quoi. Tout ça en mobilité partagée. Et pendant ce temps, du côté de chez moi, dans mon village et dans les villages alentours, il n'y a toujours pas le bus qui passe. Donc la première des mobilités collectives, elle n'existe pas dans les territoires interstices, pendant qu'elle se surdéploie dans les... enfin, je veux dire, quand vous êtes dans la ville voisine, vous pouvez choisir tous les matins quelle est la meilleure manière de vous rendre au travail, parce que vous vous dites, ah, bon, aujourd'hui il fait beau, je vais prendre telle solution. L'habitant de la campagne, lui, pour le coup, il n'a pas ces solutions-là. Et je crois que notre enjeu, c'est effectivement alors je le parle là pour la mobilité, mais je crois que l'enjeu, c'est effectivement de dire, même si il est naturel qu'on regarde là où il y a le plus de gens en collectif d'abord, parce qu'on apporte des solutions à plus de gens en même temps, il faut vraiment qu'on aille vers ces territoires plus détendus pour apporter des solutions de la même façon. Et c'est encore plus compliqué à mener. Il faut être encore plus ingénieux pour y arriver, parce qu'effectivement, on n'a pas ces effets de masse et d'échelle qui rendent les systèmes faciles. Donc ça demande une créativité encore plus importante. Et donc je veux vous remercier d'avoir fait ce chemin, effectivement, pour aller jusqu'au village durable. Et je sais que l'association des maires ruraux, qui est très engagée sur ces sujets, serait très heureuse de discuter avec vous. Je voudrais aussi dire qu'on vit une époque concrètement de grands bouleversements. Ça fait cliché de le dire, mais c'est tellement vrai qu'on peut le répéter sans en avoir la nausée, parce que le secteur des bâtiments, le secteur de l'aménagement du territoire, en fait, on est au croisement de pratiquement tous les sujets environnementaux, et que ce soit sur le volet climat, la lutte contre
le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, ou sur le volet biodiversité. C'est vraiment un lieu de croisement. Côté climat, les chiffres, vous les connaissez, c'est à peu près la moitié de l'énergie finale qu'on consomme, un quart des gaz à effet de serre. Et là-dedans, sur ces deux objectifs, l'objectif 2050, c'est la neutralité carbone, rien que ça. Et vous le savez, en tant qu'urbaniste, les bâtiments ne sont pas des îles. Et quand on se pose la question des bâtiments et où on les place, en réalité, on parle d'aménagement du territoire. Et en parlant d'aménagement du territoire, on parle des mobilités contraintes qui en découlent. Et on voit bien d'ailleurs, avec le déploiement des véhicules électriques, que finalement, le secteur bâtiment, il va se retrouver à gérer aussi la mobilité et de manière beaucoup plus évidente sur l'énergie que ce qui était perçu avant. Pourtant, c'est bien ces questions d'aménagement du territoire qui font les questions de mobilité en creux. Et on a eu tendance à les séparer. Et puis, donc je le disais juste à l'instant, le volet énergétique des bâtiments, il est énorme, il est amené à se déployer. Je le répétais là pendant qu'on prenait notre café ensemble, mais le secteur des bâtiments dans son ensemble, c'est 700 TWh par an de consommation. La totalité du parc nucléaire en production par an, c'est 350 TWh, la moitié. Ça veut dire que si on réfléchit le secteur des bâtiments comme finalement un secteur qui est capable de redéployer l'énergie contrainte aujourd'hui et la rendre disponible pour d'autres usages, en fait, il est le premier producteur d'énergie aujourd'hui, loin devant le parc nucléaire. Et donc, du coup, cette question de se saisir du secteur bâtiment-aménagement comme un secteur stratège des questions énergétiques qui nous taraudent aujourd'hui au moment où on parle de la crise ukrainienne, je pense que c'est une clé de cette transition dont on a besoin. Il faut qu'on se rende compte de ça et qu'il y ait un endossement en fait, de ces questions énergétiques, que ce soit, et je vous le dis, je sais que vous êtes moteur pour le faire, vous, mais il faut qu'on le répète ensemble à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer les sujets de bâtiment ou d'aménagement seulement comme des sujets finalement de consommateurs d'énergie, consommateurs dans les bâtiments, consommateurs de pétrole pour les mobilités. Il faut derrière qu'on réfléchisse aussi comme un secteur qui est capable d'apporter des solutions de réponse et de redégager de l'énergie finalement non consommée. C'est pas nouveau, c'était les négawatts d'une certaine façon, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut le redire puisqu'on est dans une configuration qui nécessite qu'on s'engage autrement sur ces sujets. Côté biodiversité aussi, bien sûr, c'est dans ce secteur qu'on est quand même responsable en partie de l'accélération de l'artificialisation des sols, avec un impact, donc, comme vous le savez, sur la biodiversité. Aujourd'hui, enfin, ça fait des années qu'on a parlé de la lutte contre le changement climatique, et aujourd'hui, les climatologues, ils passent leur temps à répéter « attention, attention, attention ». Il n'y a pas que la question climat sur la table, il y a vraiment la question de la protection de la biodiversité aussi. Et jusqu'à présent, on a eu tendance à préférer, ou en tout cas à mettre en avant d'abord le sujet de la lutte contre le réchauffement climatique et à ne pas suffisamment s'accorder sur le sujet biodiversité. Et donc, il faut là encore agir. Si vous ajoutez à cela la RE 2020 qui nous parle d'intégrer le bilan CO2 de l'acte de bâtir, ou encore l'adaptation au changement climatique, parce que ça c'est un autre progrès dans le discours, une progression dans le discours des experts climatiques, c'est qu'on parlait de lutte contre le changement climatique, maintenant on ne parle plus de lutte, on parle d'atténuation et on parle d'adaptation. C'est la lutte contre le changement climatique, ça voudrait dire qu'on pourrait encore l'éviter, c'est fini cette époque. Cette époque maintenant c'est on s'adapte. Et on essaye d'atténuer encore les effets, sachant que chaque geste compte, chaque degré qu'on arrive à gagner, c'est important. Et donc, si on réfléchit ça, on se rend bien compte que ce secteur de l'aménagement des bâtiments a été au cœur de révolutions ces dernières années, de plus en plus importantes, de plus en plus ressenties comme brutales. Et je ne vous l'apprends pas parce que vous, ça fait des années que vous vous préparez à ces transformations, mais vous vous rendez bien compte aussi qu'aujourd'hui, dans les territoires, elle impacte des gens qui sont moins préparés que vous à ces enjeux et qui, eux, vivent l'arrivée de la RE 2020, la massification de la rénovation énergétique avec les rétro-plannings d'ici à 2050, il faudra telle date, telle date, telle date pour arriver à la neutralité carbone. Bien, tous ces sujets-là, en fait, viennent avec une pression importante sur les territoires, sur les habitants, sur les professionnels des différents secteurs qui n'ont pas su encore s'acculturer à ces sujets aussi vite. Aujourd'hui, je crois que
notre mission collective, c'est d'accélérer cette acculturation à ces sujets. Parce que si on ne partage pas les solutions et si on dit aujourd'hui que le ZAN, c'est une hérésie, qu'il ne faut surtout pas y aller ou qu'il faut freiner le ZAN parce qu'on ne sait pas faire face au ZAN, on n'aura pas gagné. Parce que personne gagne, en fait, encore une fois, dans un monde où la biodiversité s'effondre ou encore le réchauffement climatique s'accélère. Donc personne gagne. Donc collectivement, on a besoin de faire en sorte que ceux qui aujourd'hui ne savent pas comment faire face aux ZAN trouvent des solutions et trouvent des clés de réponse. Aujourd'hui, il faut que chaque artisan qui est confronté à l'accélération de l'environnement par la RE 2020, etc., il puisse dire non, c'est pas une contrainte qu'on m'impose, une contrainte qui vient me heurter dans ma pratique, c'est une opportunité de transformation et ça a du sens pour moi, pour ma famille et pour les gens qui vivent autour de moi. Et je crois qu'il faut qu'on arrive de manière très positive, et je crois que c'est là-dessus que je voudrais insister. On arrive à partager les bonnes pratiques grâce à ce que vous faites, vous, grâce aux choses que vous mettez en avant dans votre association. Bien, je crois qu'en fait, c'est les bonnes manières de faire. On partage ces visions positives et on a l'impression qu'on remet 100 fois le couvert sur le même truc, qu'on redit les mêmes choses 100 fois à des gens qui ont dit « mais enfin, ils n'ont toujours pas entendu ». Ben non, en fait, tout le monde n'a pas entendu. Je voudrais revenir une seconde sur la Convention citoyenne pour le climat. Mais la Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyens tirés au sort à qui qu'on plonge dans un bain de formation environnementale pendant 9 mois, ces gens-là ressortent avec une radicalité environnementale incroyable. C'est pas parce que les dés étaient pipés, on veut bien se le raconter, c'est pas parce que les dés étaient pipés du départ, c'est parce qu'en réalité, quand vous êtes confronté au savoir, le savoir vous engage. Et en fait, c'est ça que vous faites, vous, dans votre association, c'est vous participez à la diffusion de ce savoir. Et du coup, chaque fois que vous touchez avec votre savoir quelqu'un qui ne savait pas encore, vous l'engagez à l'action. Et vous participez à la transformation du monde tel qu'on a besoin de le construire. Et je vais faire un petit point, parce que c'est tellement d'actualité chaude, là, le CNR Logement, qui vient d'être lancé hier, le Conseil national de la refondation. Alors on va me dire, qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là, ce bidule, encore une convention citoyenne, on va faire du blabla. Eh bien, peut-être, peut-être qu'on va faire du blabla, on va se parler, c'est sûr. Et de ce blabla, de cette parole qu'on partage, on va faire du consensus. Et en fait, c'est par le consensus qu'on va réussir à créer dans des lieux comme celui-là. Et oui, c'est encore un nouveau lieu d'échange. Et oui, c'est encore une nouvelle manière d'échanger entre nous. Et oui, c'est encore une nouvelle manière de partager les bilans. Mais il faut le faire encore et encore. Sur la transition environnementale, il faut le faire encore et encore. Il faut encore et encore aller chercher chacun dans son bastion qui aujourd'hui, et on l'a bien vu dans la présentation des différents pôles, dans ce fameux Conseil national de la refondation, avec cet axe logement fort qui était une volonté partagée de tous les acteurs qu'il existe et qui est une vision vraiment sur ça. Il y avait un axe très social avec l'idée il faut qu'on puisse loger les gens qui ont besoin d'être logés dans les territoires. Il y a encore trop de gens qui sont mal logés en France. Et ça, la dimension sociale de l'habitat être extrêmement importante. Et là, je fais le lien avec ce que vous travaillez quand vous parlez d'un cadre de vie amélioré. Il y a le volet mieux construire, parce que cette question de comment on se met dans cet acte de construction pour faire en sorte que les besoins et les attentes se retrouvent dans l'offre. Donc on a besoin de continuer à se poser la question des bonnes pratiques, donc des bonnes pratiques d'aménagement, des bonnes pratiques de construction. Et puis enfin, l'axe environnemental, en disant que tout ça, il faut le faire en ayant en tête la question environnementale. On a l'impression, a priori, que tout le monde est d'accord sur tout, qu'on veut tous mieux loger les gens, mieux construire, et le faire en respectant l'environnement. Mais quand on rentre dans les détails des sujets, eh bien, on se rend compte que quand on parle de ZAN, ça veut dire qu'on ne construit plus partout pareil. Ça veut dire que ça vient bousculer des pratiques, qu'à la fin des fins, on peut tomber effectivement comme je disais à l'instant, dans certains bastions. De la même façon, la question environnementale, on a tous envie d'aller plus vite, mais quand moi j'entends dans les territoires des gens très engagés dans l'environnement qui nous disent qu'il faut accélérer la transition et le rythme de transition en disant qu'il faut aller plus loin sur la RE 2020, plus loin sur le ZAN, plus loin sur l'interdiction de mise en location des passoires, il faut que ça aille plus vite. J'entends aussi dans les réponses dans les territoires des gens qui disent « mais vous êtes fous, on n'arrive déjà pas à faire ce qu'on est déjà obligé de faire aujourd'hui ».
Et du coup, le dernier axe, c'est encore à la fin, les gens au cœur de ça. On le fait pour qui? On le fait pour les gens et pour les humains au cœur de nos villes, au cœur de nos villages, au cœur des bâtiments. Et du coup, c'est ça qu'on doit faire, c'est remettre vraiment l'humain au centre, parce que tout ça, on le fait tous ensemble pour nous tous. Voilà, donc c'est un petit point d'introduction. Merci encore pour votre invitation.